Aujourd'hui, on va parler d'espace colorimétrique, de distribution de tonalité et on va parler aussi des différents curseurs que vous pouvez retrouver dans le logiciel de post-production, notamment dans le développement d'un fichier RAW. C'est un topic assez complet aujourd'hui, vous allez voir, assez sympa. On va passer un bon temps agréable ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce que je vous préconise de faire, parce que là je vais travailler sur Capture One, vous pouvez utiliser bien sûr différents logiciels de post-production, mais pour la première partie d'épreuvage, je vais me concentrer plus là-dessus, d'espace colorimétrique notamment. Et pour ceux qui ne possèdent pas de Capture One, je vous renvoie sur un essai gratuit que vous avez juste en dessous. C'est un essai de 30 jours, d'une trentaine de jours, comme ça vous pourrez suivre le tutoriel aussi également en même temps. Alors, par définition, on va parler d'espace colorimétrique, c'est-à-dire l'espace dans lequel aussi vous allez travailler et l'espace qui va être affiché par définition sur votre écran, ça faut savoir aussi. Alors ici sur Capture One, c'est assez particulier. Ici, vous allez aller directement dans l'affichage, Capture One Pro 21, et dans le profil d'épreuve. Vous allez remarquer ici que je suis en Adobe RGB 98. C'est l'espace colorimétrique qui est affiché actuellement sur mon écran, dans lequel je vais travailler aussi notamment. Si vous voulez changer par exemple et passer en sRGB, je vais cliquer directement dessus. Veuillez noter la différence sur l'histogramme. Hop, voilà. Vous voyez que l'histogramme a changé. On a changé d'espace colorimétrique. Le sRGB étant le plus petit, c'est le plus courant utilisé pour l'affichage web, d'accord? Que vous pouvez retrouver sur Facebook, etc. C'est celui qu'il faut sélectionner quand vous faites des exportations. Voilà. Alors, on va revenir bien sûr sur le profil de preuve ici qui est là, d'accord, dans lequel on va travailler. Vous avez aussi les paramètres de traitement. C'est quoi ces paramètres de traitement? Si je vais changer par exemple et que je vais mettre en paramètres de traitement sélectionné. Voilà ce qui se passe. Vous allez me dire, tiens, il y a un truc qui a changé, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez ici qu'on a même les valeurs qui ont changé ici. On est ici sur une simulation d'un profil soustractif, simulation d'un profil de synthèse soustractif, parce que juste avant on était en synthèse additive, en RGB. Vous avez aussi l'autre norme, cyan, magenta, jaune, noir, qui lui est complètement différent, puisque là c'est une synthèse soustractive, ce qui est réservé à l'impression. Voilà, sans vouloir rentrer dans les détails, on va aller dans les traitements ici, les différents types de traitements. Et là, vous allez noter que en fait, vous avez un profil ICC ici, d'accord, d'affichage. Et là, on a la simulation en soustractif qui est juste là, ici à l'écran. Et vous voyez qu'ici, si je veux retrouver mon Adobe RGB, il suffit d'aller dans les synthèses additives ici, que vous voyez là, et de sélectionner le Adobe RGB pour retrouver forcément notre espace colorimétrique. Alors, bien sûr, là, ici, c'est parce que je suis en profil d'épreuve, paramètres de traitement par rapport aux paramètres de traitement sélectionnés, juste comme ceci. Si par exemple, je vais m'amuser à utiliser les différents traitements qui sont ici, à prendre le JPEG par exemple, vous allez noter que ça a changé. Pourquoi? Parce que le JPEG, le premier, c'est quoi? C'est un espace colorimétrique sRGB. C'est un plus petit profil. Donc, on note la différence aussi de profil par rapport à cela. Par extension, ce qu'on va continuer à faire pendant qu'on est là-dedans, on peut se mettre sur le paramètre de traitement sélectionné, tout ça. Mais moi, par définition, je vais le laisser en Adobe RGB 98. Si je veux plus d'espace colorimétrique, il m'est possible d'aller dans le profil d'épreuve et d'aller tout simplement ici sur cette petite rubrique qui s'appelle Tout afficher. Vous cliquez sur Tout afficher. Et là, par définition, vous retournez ici Affichage profil d'épreuve. Et là, vous avez tous les espaces colorimétriques, additive et soustractive. Et vous avez aussi également d'autres profils d'épreuve ici au-dessus. Bon, là, par définition, je me suis mis en Adobe RGB, voilà. Il m'est possible, par exemple, de sélectionner cette recette-ci, la TIFF, et de choisir un profil ICC, par exemple, en simulation de papier, de le mettre comme ceci, sélectionner par exemple ce profil-là, d'accord? Et vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu normal, puisque là, on travaille directement sur notre espace de travail Adobe RGB 98. Pour le faire apparaître, il y a un petit bouton qui est ici, qui s'appelle Épreuve. On va se remettre ici sur ce panel-là. Si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit ici, vous faites personnaliser la barre d'outils et vous allez le retrouver tout simplement ici. Vous le faites glisser sur votre barre d'outils ici de Capture One, d'accord? Là, je vais appuyer sur ce bouton et regardez ce qui va se passer. Hop, épreuve. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez avoir tout simplement le profil du traitement sélectionné. C'est-à-dire le profil du traitement sélectionné qui est ici, d'accord? Le TIFF. Si je change, je me mets sur le JPEG, vous allez voir, hop, on change, on se retrouve sur ce truc-là.
Si je change ici, là, on se retrouve sur ce truc-là. On va changer sur différents profils ICC que vous voyez. Bon, là, on en a Adobe RGB 98, on revient sur celui-ci. Et là, on est sur le Instagram optimisé. C'est différentes choses de sortie. On est sur le Quick Proof ici. Et là, on se retrouve sur le fameux TIFF comme cela. Si je change par exemple le profil, que je prenne celui-ci, vous voyez, on a ce profil-là en simulation de papier. Si je fais ici le avant et le après, vous voyez ce que ça donne. Bon, bien sûr, ces profils d'épreuves de sortie pour les simulations de papier, c'est lorsque vous voulez faire des impressions, d'accord? Il y a une différence, bien sûr, donc, dans les profils d'épreuves dans lesquels vous allez avoir un affichage pour voir l'espace colorimétrique dans lequel vous allez travailler, et ce petit bouton-là qui va vous permettre d'avoir une épreuve de simulation de papier. Je sais que par moment, on peut s'en mêler un petit peu les pinceaux avec cela, mais gardez quand même à l'esprit que vous pouvez configurer ce bouton-là par rapport à votre recette, bien sûr, par rapport à votre traitement. Et lorsque vous appliquez forcément ce bouton-là, vous voyez un peu la différence ici. Voilà. Nous ici, par définition, on va revenir sur notre Adobe RGB 98, mais on va aller aussi dans ce petit bouton qui est là, et on va aller dans les caractéristiques de base avec le profil ICC de l'appareil photo et sa courbe de simulation, on va dire, de film. Ici, en l'occurrence, c'est du Fujifilm, d'accord? Vous allez sélectionner le petit profil colorimétrique que j'avais utilisé derrière mon appareil photo. En l'occurrence, il faut savoir que c'est le standard ici. Le standard ici, qui est un peu moins contrasté, forcément, qui est un petit peu plus plat, qui me laisse un petit peu de marge, vous le voyez là. Je retrouve ma petite cloche qui est ici, puisque là, vous voyez que l'image est bien sûr sous-exposée. Bon, faut savoir, je vais pas refaire un cours sur la dynamique ici, hein, parce que bon, à chaque fois, je vous l'explique, quand vous avez une photo de ce type-là, où vous avez beaucoup de haute lumière, que se passe-t-il? Vous allez exposer pour les hautes lumières, sans pour autant être complètement sur l'histogramme sur le bord ici, en prenant en compte, bien sûr, ce que vous avez derrière l'appareil photo, et en sachant aussi que ce que vous avez comme histogramme derrière l'appareil photo, c'est une représentation JPEG, donc 8 bits, plus restreinte bien sûr, ce qui veut dire que lorsque vous allez travailler en Adobe RGB ici sur votre logiciel de post-prod, vous allez avoir un petit peu plus de marge. Ce qui veut dire que par rapport à ce que vous voyez sur l'arrière de votre appareil photo avec la représentation JPEG de votre histogramme, il va falloir visualiser dans votre tête que vous allez avoir un petit peu plus de marge sur votre logiciel de post-prod sur un espace colorimétrique plus large qui est l'Adobe RGB 98 ou le ProPhoto aussi RGB, par définition. Bon, voilà. Ça, c'est le truc qu'il faut garder à l'esprit. C'est pour ça que, bon, ici, par définition, quand vous êtes sur le terrain, ici, en l'occurrence, sans filtre GND, bien sûr, puisque vous avez aussi des filtres GND hard ou soft qui vous permettent d'assombrir le ciel, d'accord, à une certaine limite, mais ces filtres GND présentent un gros problème, puisque si vous mettez un filtre GND ici, par exemple, bon, vous allez avoir la possibilité d'assombrir cette partie aussi de l'image-là. Ça ne va pas donner un effet naturel sur votre image et ça va causer des problèmes après sur votre post-production. Donc, par définition, ce qui va se passer, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de jouer avec plusieurs expositions, d'accord, comme on pourrait le faire pour des expositions HDR, ou sur une seule exposition comme celle-ci, de telle sorte à récupérer toutes les informations pour pouvoir après les traiter en post-production. C'est ça qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, bien sûr. Parce que les GND, ça ne va pas vous faire des miracles, comme je vous l'ai expliqué juste auparavant. Bon, vous pouvez mettre toujours un ou deux GND sur votre lentille, mais bon, a contrario, il faut savoir aussi quelque chose. Le fait de mettre des filtres devant votre appareil photo, ça dégrade aussi un peu la netteté au niveau de votre objectif. Mis à part, bien sûr, vous avez des sociétés comme Lee ou autres qui font vraiment des filtres de grosse qualité qui là vont faire attention à dégrader au minimum votre photo. Mais là par définition, lorsque vous voulez récupérer toutes les informations grâce à votre capteur, il vous suffit tout simplement de faire une exposition en récupérant les hautes lumières, en gardant au maximum toutes ces informations que vous avez dans les ombres, d'accord, sans pour autant coller vers le point d'histogramme ici, pour pas avoir du bruit dans votre image. Par sécurité, faites une ou deux expositions, ou voire 3. C'est du fichier RAW. Bien évidemment, ici, avec nos nouveaux capteurs, avec une exposition, c'est suffisant. Mais la sécurité est préférable de prendre 3 expositions. Allez, c'est pas la mer à boire. Au niveau des cartes mémoire, il y a de la place sur les cartes mémoire maintenant. Et vaut mieux avoir les informations pour pouvoir traiter votre super photo. Parce que si vous prenez une photo avec un super coucher de soleil, et que malheureusement il vous manque un petit peu d'informations sur les hautes lumières,
et où c'est malheureusement trop bouché sur certaines choses, ça peut poser problème dans la récupération des données. Voilà, donc pour en revenir sur ce petit point-là, je tenais à faire une petite mise au point quand même à ce niveau-là, parce que bon, au niveau de la dynamique, quand vous avez des situations de dynamique assez compliquées, il est préférable de prendre l'exposition qui va vous permettre de récupérer le plus d'informations et de pouvoir la développer par la suite dans votre logiciel de post-production. Voilà. C'est un choix aussi personnel. Il y en a qui préfèrent jouer avec des filtres, etc. Chacun son truc.